Alors en même temps, on pourrait vous objecter de dire, mais au contraire, le pouvoir politique s'est entouré de scientifiques, justement a reconnu, entre guillemets, le fait qu'elle avait besoin de gens qui avaient du savoir pour Mm. pouvoir prendre des décisions, ce qui est la fonction du politique, hein, qui n'est pas de savoir, mais qui est de choisir au sein d'un champ de savoir. Et de l'autre côté aussi, ce que vous dites à plusieurs reprises dans le texte, que les lumières vacillent, qu'il y a une sorte de renoncement à la rationalité, et en même temps, on a le sentiment que dans les médias, la question de la science, du savoir, n'a jamais été aussi présente, alors que c'est plutôt effectivement une chose qui avait un peu disparu. Mm. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction? On a plutôt le sentiment d'avoir eu affaire justement à entendre des gens qu'on n'entendait pas forcément trop, avoir aussi eu quand même des discours de vulgarisation scientifique nous expliquant ce que c'était qu'un virus, ce que c'était qu'une zoonose. Enfin, tout le monde est devenu, on a appris plein de mots pendant cette année. Et alors que la lecture finale que vous en faites, c'est de dire non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que ça ne ça pas fonctionné selon l'apparence que ça a pris. Mm. En fait, on a le sentiment qu'il y avait du savoir partout et que les décisions étaient prises selon des critères scientifiques. Et la présentation que vous en faites dans De la démocratie en pandémie, c'est que non, ça ne s'est pas véritablement passé comme ça. Oui, alors votre question est double. Elle porte à la fois sur le pouvoir politique d'un côté et ce que j'appellerais le pouvoir médiatique de l'autre, puisque c'est un pouvoir également. Alors, pour ce qui est du pouvoir politique, effectivement, si on connaît pas la manière dont notre République est structurée autour de ces questions de santé publique, et a priori on n'est pas très au courant, donc voilà, on se dit, bah écoutez, on a un président de la République qui immédiatement réunit un conseil scientifique, etc. C'est plutôt effectivement rassurant. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que en fait, nous avons toute une série d'organismes avec de l'expertise. Alors, qu'est-ce qu'un expert? Je le rappelle quand même. Un expert, c'est pas exactement un scientifique, et un scientifique, c'est pas exactement un expert. Un scientifique, bon, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ de recherche, qui est reconnu comme tel par sa corporation ou par ses collègues, et qui a donc qui a fourni en fait toutes les garanties pour être reconnu comme scientifique. Et il peut être parfois appelé comme expert. C'est-à-dire comme quelqu'un qui va donner en fait des conseils à la décision dans des champs qui relèvent des décideurs en fait, hein, quels qu'ils soient, politiques ou autres. Donc nous avons en fait en France plus d'une dizaine d'organismes qui sont financés par notre République, dans lequel travaillent des scientifiques qui prennent effectivement la fonction d'experts pour éclairer les décisions publiques. De manière complètement sidérante, tout ce savoir, toutes ces pratiques, tout ce savoir-faire a été mis de côté violemment par le pouvoir en place, et en l'occurrence très clairement par le président de la République, qui a balayé tout ça, qui a considéré que ça l'intéressait pas, et qui a fabriqué un conseil scientifique à sa main. Donc il a téléphoné à quelques personnes, il y a eu un système de cooptation, et on a découvert, les gens avec lesquels je travaille, qui sont certains des experts en santé publique extrêmement expérimentés, ont découvert en fait que certains de leurs collègues qu'ils connaissaient, qui n'avaient malheureusement aucune qualification en santé publique, sont retrouvés au conseil scientifique. Alors évidemment, ça interroge. Très rapidement, le conseil scientifique, et en particulier Monsieur Delfrécy, on le voit aujourd'hui, hein, il contre très régulièrement dans les médias les propos d'Emmanuel Macron ou ceux d'Olivier Véran, se sont sentis instrumentalisés. Dès le début des élections municipales, hein, où on leur a collé sur le dos que c'était eux qui avaient décidé cette folie. Alors évidemment, ça a commencé à aller très mal, très très vite, forcément, puisqu'il y avait une dimension d'instrumentalisation. Ils s'en sont assez vite rendus compte. Au passage, c'était assez naïf hein, de s'imaginer qu'ils allaient pouvoir avoir un pouvoir libre, etc. Quand on vient doubler comme ça des institutions qui existent, il y a quelque chose là qui est pas correct. Hein, c'est pas vraiment corporate, et puis surtout c'est pas très républicain, parce que la République, elle existe, elle a l'avantage de la continuité de ce qu'on appelle les institutions, et ces petits comités qu'on fait ad hoc, qu'on fait au dernier moment pour faire des petits coups à la petite semaine, c'est quand même pas très sérieux. Donc moi j'ai été très étonnée hein, du manque au niveau des médias, du manque de vigilance par rapport à ça. Quand le président de la République s'est fait son propre service de sécurité dès les premiers jours de son arrivée à l'Élysée avec Alexandre Benalla,
ça a, à juste titre, choqué tout le monde. Là, ça n'a choqué personne. Bon, c'est un signe à part les milieux que je connais, c'est quand même un signe de manque de vigilance de nous tous, hein, citoyens. Donc là, il y a eu ce premier moment. Ensuite, le président de la République, ayant des problèmes avec ce conseil, a créé un deuxième conseil, le conseil CARE, qui aujourd'hui n'est même plus activé. Et ensuite, il est passé sur un autre fonctionnement, qui est le conseil de défense. Il a détourné le conseil de défense, qui normalement est prévu pour des affaires militaires, vers le sanitaire pour obtenir le secret et pour obliger ceux qui y participent à se taire. Bon. Écoutez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il est clair qu'il y a eu une instrumentalisation du savoir scientifique, et ce savoir scientifique a été en fait un bricolage. On utilisait tel ou tel chiffre, telle ou telle donnée chiffrée opportunément pour faire entendre ceci ou faire entendre cela à la population. Ce savoir, entre guillemets, scientifique, il a été transformé, je vous le rappelle, en doctrine. C'était le terme qui a un petit peu disparu là, ces derniers mois, semaines, quand même le terme extrêmement effrayant de doctrine sanitaire, avec parfois l'idée qu'on se demandait si on n'était pas dans des instances type doctrine de la foi. Donc il y a un moment où, quand on connaît l'histoire des sciences et quand on connaît leur allergie tout à fait normale au tribunal d'inquisition, on est un petit peu effrayé par la notion de doctrine. Bon. Donc on a fait comme si la science, c'était en fait des espèces de données comme ça, qui tombaient du ciel, du cerveau d'hommes ou de femmes extrêmement éclairés, tout seuls, comme ça, et que c'était, il y avait une doctrine, il y avait le vrai d'un côté, le faux de l'autre. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça suppose, la science, des méthodes, un travail collectif, de l'intelligence collective, une dimension expérimentale, du réajustement, etc. Donc ça, c'était pour la part, disons, du pouvoir politique. Quant au travail médiatique, alors bien sûr, on saluera jamais assez tous les courageux qui, dans les médias, étaient effrayés de la manière dont les choses se passaient et qui ont essayé de faire entendre autre chose, d'autres voix, des questions. Hein, c'est quand même le but de l'espace médiatique, que de permettre le débat, le questionnement, l'attitude de recherche, etc. Mais malheureusement, très vite, ça n'aura échappé à personne, l'espace médiatique est devenu un espace en fait totalement manichéen, où il y avait d'un côté ceux qui savent et qui disent le bien, mais vraiment avec un B majuscule, et puis les ignares, les irrationnels, qui sont du côté du mal, avec un M, du mal avec un M majuscule. C'est sûr que c'est la manière dont les choses se sont structurées a complètement paralysé les cerveaux et a rendu tout questionnement impossible. Et du même coup, beaucoup de scientifiques, d'intellectuels ont décidé de se taire parce qu'ils avaient très très peur en fait de parler. Et au moment où plus que jamais dans toute notre histoire collective récente, on avait besoin de discuter de science, de discuter de médecine, de discuter de santé publique, de discuter de démocratie, etc. À ce moment-là, il y a eu un immense silence dans mon milieu qui, pour moi, a été profondément douloureux. Je n'ai pas pu supporter que toutes les voix autour de moi se taisent. Et en réalité, j'imagine que c'est pas seulement mon cas, mais en réalité, la conversation, on l'a maintenue au téléphone, essentiellement, en se téléphonant, quand on pouvait, en se voyant par petits groupes. Et je me suis dit, cette conversation, qui appartient, qui est dans une démarche de conversation scientifique, même si c'est pas toujours des gens hyper spécialisés cette conversation, il faut qu'on en rende compte. Et ce tract a cherché à faire entendre cette voix-là. Et je suis convaincue qu'un peu partout, dans tous les pays, il y a eu comme ça des groupes de gens qui, de manière informelle, ont essayé de réfléchir collectivement. Mais il leur a été très difficile de parler.